Les de la sous-région affûtent leurs armes en matière de lutte contre le VIH-Sida. Une formation de 2 semaines a débuté dans ce sens au centre Meurieux. L'objectif est d'approfondir leurs connaissances de prise de charge des malades. Au Nigeria, choc et stupéfaction après le crash d'un avion de ligne. Les 147 passagers et les 6 membres d'équipage ont péri dans l'accident. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de la tragédie. Et comme chaque lundi, notre rendez-vous santé, la chronique s'intéresse aujourd'hui à un sujet qui préoccupe 50 à 80% des femmes. Il s'agit des règles douloureuses. Les causes sont variées, nous dira en fin de journal Chessira Dambeli. Bonsoir et merci de votre présence. Je vous souhaite la bienvenue à ce tour complet de l'information nationale et internationale. Le centre Meurieux de Bamako abrite depuis ce matin une formation de 2 semaines. C'est à l'intention des militaires venus de l'Afrique centrale et de l'Est. Ces militaires vont approfondir leurs connaissances dans le traitement des malades du VIH-Sida et c'est là en vue de mieux servir dans leurs unités respectives. Le suivi et le diagnostic des malades sont entre autres modules dispensés. Mohamed Diarra, reportage. Ils sont tous militaires venus du Gabon, de Djibouti et du Burundi pour suivre une formation de 2 semaines sur les maladies infectieuses. Et c'est le centre Charles Meurieux, une structure spécialisée dans le domaine qui a été choisie pour abriter la formation. Les 2 semaines seront marquées par des cours théoriques et pratiques. Ils porteront sur 2 modules essentiels. Le premier donne un aperçu sur les généralités du suivi du malade sous les antirétroviraux. Le second module est relatif au diagnostic des malades du VIH-Sida dans les laboratoires. Au Mali, comme dans beaucoup d'autres pays en développement en Afrique, les maladies infectieuses constituent un lourd tribut qui grève considérablement nos ressources humaines, matérielles et financières. La politique malienne en matière de lutte contre le VIH-Sida inspire plus d'un. Les participants veulent en profiter pendant cette formation. D'abord, nos ententes se situent au niveau de la pratique même, dépistage du VIH, le perfectionnement, parce que nous voulons véritablement développer ce domaine médical aussi, le dépistage du VIH et tout ce qui s'ensuit des maladies opportunistes. Les bons résultats obtenus par le Mali s'expliquent par l'engagement des autorités politiques. Ils se traduisent aussi par la performance des infrastructures sanitaires. Dans le domaine du VIH-Sida, le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Santé, a fait du counseling et du dépistage systématique de routine un cadre permettant d'accroître l'accès aux soins et la prévention du VIH-Sida. Une telle politique n'a besoin seulement d'un accès facile à des centres d'essai, mais aussi et surtout de services de laboratoire efficaces pour fournir des soins de qualité à tous les patients diagnostiqués. Tout au long de la formation, les participants bénéficieront de l'expérience et de l'expertise des spécialistes en virologie, infectiologie et j'en passe. Et nous allons à présent approfondir notre connaissance en matière d'environnement à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement demain 5 juin 2012. Le ministre de tutelle Alpha Bokar Nafo a adressé un message à la nation. C'est là en vue d'une mobilisation massive pour mieux protéger notre environnement et être en phase avec le thème retenu cette année, l'économie verte. En faites-vous partie? Écoutons le ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement, Alpha Bokar Nafo. Chers compatriotes, la communauté internationale célèbre demain 5 juin 2012 la Journée mondiale de l'environnement. L'économie verte est une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Cela se traduit donc par une réduction des émissions des gaz à effet de serre, une gestion durable des ressources naturelles et une participation inclusive de tous les acteurs. Ce dernier paramètre est celui qui nous interpelle davantage, puisqu'il fait appel au rôle de chacun d'entre nous dans la réalisation des objectifs de développement. La marche vers une économie verte est en cours au Mali.
dans la mesure où l'examen de l'engagement politique du pays en matière de développement durable et de progrès dans sa mise en œuvre depuis le sommet de la Terre de Rio en 1992 permet de noter quelques faits majeurs. La création de l'Agence de l'environnement et du développement durable au sein du ministère chargé de l'environnement. La création nationale de l'environnement, chers compatriotes. Il faudra investir massivement dans les secteurs les plus vulnérables, parmi lesquels l'agriculture à travers une meilleure gestion des sols, des ressources en eau, l'accès des agriculteurs aux semences améliorées et aux informations climatiques. Les secteurs de transport, des mines, de la météorologie sont aussi concernés par l'économie verte, de même qu'une meilleure gestion des risques et des catastrophes et une diversification de l'économie sont également nécessaires pour s'adapter au changement climatique. En avant pour une économie verte, vive la Journée mondiale de l'environnement. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, c'était là le message du ministre de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement, Alpha Bokar Nafo, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Des propos recueillis par Djemba Moussa Konaté. À retenir également demain, mardi 5 juin 2012, que l'aéroport international de Bamako-Sénou sera fermé au trafic pour raison de travaux. Les jours concernés sont mardi, mercredi et jeudi, et ce pendant un mois. Les travaux concernent l'aménagement de la piste d'atterrissage et annexes. Les aéroports des régions de Sikasso et autres sont conseillés pour les évacuations d'urgence. Fali Sissé, agent d'entité à l'Agence nationale de l'aviation civile, nous donne ici d'amples explications. Il est au micro de Agali Ag Aguissa. Bon, les fermetures que nous allons observer répondent à des besoins de travaux, parce qu'il y a un certain nombre de travaux qu'on va engager sur l'aéroport et qui vont nécessiter la non-disponibilité de la piste. Les travaux concernent la réhabilitation de la piste, c'est-à-dire qu'il y aura des travaux pour reprendre certaines parties de la piste, puisque la piste est très vieille, elle est de 1974, et il y aura d'autres travaux pour mettre une nouvelle couche de béton bitumineux sur l'ensemble des 3200 réalisés. Pendant un mois, le mois de juin, jusqu'au début du mois de juillet, fin des travaux, l'aéroport sera fermé toutes les semaines pendant 3 jours, mardi, mercredi et jeudi. Ce calendrier permet quand même, avec les contraintes que nous avons au niveau du MCA et du MCC pour le financement, de faire les travaux en un mois et 8 jours. Nous avons choisi des jours où il y a moins de trafic. Ça déjà, ça a atténué les conséquences. Et en plus, nous avons tenu compte du fait que nous avons encore d'autres aéroports disponibles qui sont à proximité de Bamako, Sikasso 400 km, Kay est à 600 km. Donc, c'est des aéroports qui peuvent recevoir toutes sortes de trafic en cas d'urgence. Et nous allons rester sur les pistes avec ce crash d'avion à Lagos, au Nigeria. Dans sa chute, l'avion a heurté de plein fouet un immeuble de 2 étages, une église et une imprimerie. Le crash n'a laissé aucun survivant parmi les 147 passagers et 6 membres d'équipage. L'appareil s'est crashé dans une zone située près de l'aéroport de Lagos, une zone densément peuplée. Dans sa chute, le Boeing de la compagnie Dana Air, qui reliait la capitale Abuja à la métropole économique de Lagos, a heurté de plein fouet un immeuble de 2 étages, une église et une imprimerie, avant de s'embraser au milieu des habitations. Très vite, une épaisse fumée noire a envahi tout le quartier. C'était un vrai choc. Devant mes yeux, il y a eu 2 explosions qui venaient de l'avion. À 2 reprises. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai compris que c'était l'avion. Avec le choc, l'appareil s'est disloqué. Une des ailes et la queue ont été arrachées de la carlingue. Le crash n'a laissé aucun survivant parmi les 147 passagers et 6 membres d'équipage. Pour l'instant, on ignore le nombre précis des victimes au sol. C'était des gens ordinaires qui essayaient de gagner leur vie et qui ont trouvé la mort tragiquement et soudainement. C'est une épreuve douloureuse et traumatisante.
Selon le chef de l'aviation civile nigériane, les 2 moteurs de l'avion auraient lâché avant le crash. Le président nigérien Goodluck Jonathan a ordonné une enquête la plus complète possible sur l'accident. Et suite à ce crash, nous avons ce message du président de la République adressé à son Excellence Monsieur Goodluck Jonathan, président de la République du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle de l'accident d'avion survenu le 3 juin 2012 à Lagos, occasionnant plusieurs dizaines de victimes. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple malien, de ses institutions, aux miens propres, exprimer au peuple nigérien et à vous-même notre solidarité et par la même occasion vous adresser nos condoléances émues. Je forme des prières ardentes pour le repos de l'âme des disparus et des vœux sincères de prompt rétablissement aux blessés. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute et fraternelle considération pour le Président de la République et par autorisation le Premier ministre Dr Cheikh Modibo Diarra. Au Sénégal, l'affaire Hissène Habré refait surface. L'ancien chef d'État tchadien est poursuivi pour crime contre l'humanité. Un groupe de travail est mis en place à Dakar pour réfléchir aux conditions d'organisation du procès. Perte de temps, disent les avocats de l'ancien dictateur. Ils soutiennent que le Sénégal ne pourrait plus juger l'ancien chef d'État. C'est un nouveau rebondissement dans l'affaire Hissène Habré, du nom de l'ex-chef de l'État tchadien, poursuivi pour crime contre l'humanité. Le gouvernement sénégalais met en place un groupe de travail pour réfléchir aux conditions d'organisation du procès de l'ancien dictateur, réfugié à Dakar. Une décision considérée par les avocats d'Hissène Habré comme une perte de temps. Hissène Habré ne peut plus être jugé et il ne peut plus aussi être extradé vers la Belgique. Il y a la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui a été très claire et qui a dit que le Sénégal ne pouvait plus juger Hissène Habré. Pour une fois dans l'affaire Habré, la défense et l'accusation semblent être sur la même longueur d'onde. Les victimes des crimes de l'ancien président tchadien pensent que la création du groupe de travail ne fera pas avancer leur dossier. En principe, les victimes et les conseils que nous sommes devraient se réjouir de cette nouvelle initiative sénégalaise, mais hélas, nous avons connu tellement de déceptions qu'on est forcément sceptique. Selon une commission d'enquête tchadienne, le régime d'Hissène Habré serait responsable de plusieurs crimes. Des crimes ayant entraîné la mort de plusieurs dizaines de milliers d'opposants politiques. Cela fait 6 ans qu'à la demande de l'Union africaine, le Sénégal s'est engagé à organiser son procès. Mais depuis, toujours rien. La place Tahrir, l'emblème de la révolution égyptienne, de nouveau occupée par la population après l'acquittement samedi des 6 hauts responsables de la police de Moubarak, l'ancien chef d'État déchu. L'opposition juge le procès de farce. La tension, elle, continue de monter. Les habitants du Caire ont réinvesti la place Tahrir. L'emblème de la révolution égyptienne était de nouveau occupé dimanche soir par des milliers de Kairotes en colère après l'acquittement samedi de 6 hauts responsables de la police de Moubarak. Selon les manifestants, la justice égyptienne n'a désigné aucun coupable direct dans la mort des 850 martyrs du printemps égyptien. Nous réclamons justice pour nos martyrs. Nous ne voulons pas que l'ancien régime revienne. Nous voulons rectifier le cours de la révolution et juger les caciques de l'ancien régime pour tout ce qu'ils ont fait ces 30 dernières années. Si Hosni Moubarak et son ministre de l'Intérieur Habib El Adli ont passé leur première nuit en prison, ce verdict reste très contesté. Il alourdit un peu plus le climat politique à 10 jours du second tour de la présidentielle. Le candidat des frères musulmans, Mohamed Morsi, a qualifié le procès Moubarak de farce et les QG de campagne de son adversaire, Ahmad Shafik, ont été mis à sac dans plusieurs villes du pays. Malgré ce climat de violence, la campagne électorale se poursuit. Les frères musulmans, c'est une secte, ils veulent un État sectaire à leur image. Je représente l'État de droit et le progrès, eux représentent la régression. Je représente l'espoir et la transparence. Tout le monde me connaît, mais eux représentent l'ombre et le secret.
Les militants démocratiques égyptiens ont appelé à de nouvelles manifestations de masse mardi pour dénoncer le verdict visant les proches de l'ancien président Moubarak. Au Mali, l'ONG britannique WaterAid vole au secours les populations déplacées du nord du Mali résidant au centre de formation de Niamana. Elle vient d'offrir à ses pensionnaires un important lot de matériel et d'équipements d'assainissement et d'hygiène afin de mieux prévenir le paludisme et autres maladies liées à l'insalubrité. Abraham Maïga, les détails. Composé essentiellement de matériel d'hygiène et d'assainissement pour un coût total de plus de 3 millions de francs CFA, la contribution de WaterAid pour venir en aide aux populations déplacées du nord du Mali. Par ce geste, cette ONG britannique évoluant dans les domaines de l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement dote les 96 pensionnaires du centre de formation de Niamana d'outils indispensables pour la prévention du paludisme et autres maladies liées à l'insalubrité. Traditionnellement, WaterAid intervient dans les actions de développement. Mais compte tenu de cette situation, nous sommes obligés de venir en urgence pour nos communautés en situation difficile. Donc c'est dans ce cadre que nous avons voulu témoigner notre volonté de répondre aux besoins de nos populations qui ont été obligées de quitter leur lieu d'habitation. Nous sommes très touchés du fait que ce qui est arrivé à nos frères et sœurs au nord, si cela était laissé à nous seuls, nous sommes loin, loin, loin de pouvoir répondre à leurs besoins. Pour la représentante de WaterAid, cette action d'accompagnement des autorités se poursuivra sur les autres centres d'accueil et d'hébergement du district de Bamako. Prenant la parole tour à tour, le délégué général et le représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales ont remercié l'ONG WaterAid pour les nombreuses actions qu'elle ne cesse de déployer pour un développement harmonieux des communautés à la base. Et en parlant du nord de notre pays, nombreux sont aujourd'hui les personnes déplacées. Elles sont des milliers à regagner le sud du Mali, en l'occurrence la 3e région. Sur place, à quoi s'adonnent ces déplacés internes? Comment vivent-ils leur situation d'exilés forcés? Des éléments de réponse dans ce dossier réalisé par notre antenne régionale de Sikasso, un dossier signé Omar Maïga et Amadou Dolo. Moi, c'est Yaya Kone. Je suis un infirmier, j'étais dans la région de Gao, cercle d'Ansongo, précisément dans la commune de Tessi. Actuellement, je suis à Sikasso, dans le 7e d'Amdala. Je suis je suis menuisier à Gao, au 6e quartier, à côté du Kaza, Bardassine. Donc, à cause du problème, je me suis retrouvé ici à Sikasso. L'infirmier, les menuisiers que tous séparés dans le nord du Mali sont aujourd'hui unis dans les Kénédougou par un et un seul destin, celui de déplacés internes, avec parfois la hantise d'un quotidien à assurer. Et comme l'infirmier et les menuisiers, ils sont près de 3500 à gagner la 3e région. Depuis qu'on est venu, seulement on a adressé au niveau du médecin-chef de Chessera de Sikasso. Donc c'est là-bas même, c'est le médecin-chef qui m'a dirigé de venir dans le 7e d'Amdala. Bon, pour le moment, quand même, on travaille ensemble, on fait tout ensemble. Aujourd'hui, quand même, je crois que tout va bien. Si on a du marché. Mais maintenant, grâce aux crises, là, vraiment, ça ne va pas. Bien vrai que je suis ouvrier, je sais que s'il y a du marché, j'aurai un peu, mais maintenant, il n'y a pas du marché. Vraiment. Passé l'émotion du voyage qui mène un nombre de déplacés internes du nord aux zones plus sûres du Mali, l'instinct de survie les poussa à investir le secteur informel, camélo, menuiserie, maroquinerie et l'administration d'État. Une présence acceptée et soutenue par la région d'accueil. Il ne pouvait en être autrement, connaissant l'austérité légendaire du Kénédougou. Monsieur Kone, depuis son arrivée, nous a appuyés dans les soins. Bien vrai qu'on soit dans un SESCOM urbain, le personnel est assez fourni, mais malgré tout, on a toujours besoin d'un appui. Donc il a été d'un grand apport dans les soins notamment. Quand on consulte ici, il y a la salle de soins, il sert beaucoup là-bas. Et à notre absence, il peut nous relayer ici en consultation également. Bon, on a un monde sur un bel de donc, on a essayé de faire encore, on a une famille pour qu'on ait quelque chose pour que nous puissions Le repli d'une partie des habitants du nord du Mali dans le reste du pays pose en filigrane la problématique de leur réinsertion dans le tissu économique et administratif. Une réinsertion qui doit tenir compte de la précarité de certains requérants ou exilés internes
qui, malgré l'hospitalité de l'accueil, espèrent une fin rapide de l'occupation de la terre de leurs ancêtres. Moi, c'est quoi, Ali? Je cherche vraiment des aides pour que les gens là n'ont qu'à quitter. On est capable de se retourner pour pouvoir du tout travailler et avoir nos pains quotidiens. Mais ici, je lance l'appel à toute la population malienne. Ici, nous, on a besoin seulement qu'on nous soutienne pour qu'on puisse valider l'année. Comme on l'a si bien dit, on dit le Mali est indivisible. Donc nous prions vraiment pour le Mali, pour que la guerre cesse. Et justement, nous avons ce communiqué à l'intention des travailleurs déplacés. Le directeur général du budget informe les fonctionnaires et contractuels de l'État et des collectivités territoriales des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, payés sur billettage, que 2 pôles sont retenus pour le paiement des salaires du mois de mai 2012. Pôle de Bamako pour les travailleurs déplacés des 3 régions à Bamako et environ. Au niveau du pôle de Bamako, les paiements se feront les mercredis 6 et jeudi 7 juin 2012 à partir de 9h dans les points suivants. Les SICA, fonctionnaires et contracteurs de l'État et des collectivités territoriales de la région de Tombouctou. Le lycée Askia Mohamed, fonctionnaire et contracteur de l'État et des collectivités territoriales de la région de Gao. Le lycée Ba Aminata Diallo, fonctionnaire et contractuel de l'État et des collectivités territoriales de la région de Kidal. Pôle de Mopti pour les travailleurs restés dans les 3 régions et ceux déplacés à Mopti et environ. Au niveau du pôle de Mopti, les paiements débuteront le lundi 11 juin 2012 à partir de 9h et jour suivant au gouvernorat de région. Le directeur général du budget s'est compté sur la bonne compréhension de tous. La région de Caille est confrontée à une insécurité grandissante, braquage, meurtre, vol de moto, entre autres. Pour pallier cette situation, le commandant de la gendarmerie de Caille, le colonel Abdoulaye Keïta, a rencontré ce lundi les commandants de brigade de la région. Le compte-rendu, c'est avec Idrissa Goulou Sissoko. Fin de cabale pour Chekne Traoré, grand bandit de chemin. Il a été arrêté ce lundi à Caille. Chekne Traoré était recherché par la gendarmerie de Nioro du Sahel pour meurtre et vol de moto. Le cher Chekne Traoré était recherché durant 15 mois pour 2 braquages dans la commune rurale de Gavinani. Le premier cas, c'était une dame. Chekne est sorti la rencontrer sur un chantier. Bon, la femme a été tabassée avec un bâton. Elle a été évacuée sur Bamako par la santé. Là, elle a succombé par suite de ses blessures. Le deuxième cas, c'est un motocycliste. Et par la même méthode, qui a été aussi bastonné par un bâton, avec un bâton, je veux dire. Et lui, on a pu l'évacuer sur l'hôpital de Nioro. Face à la recrudescence des braquages, le commandant de la Légion de gendarmerie a réuni les commandants de brigade de la région en vue d'éradiquer ce phénomène. Depuis un certain temps, les unités déconcentrées à travers la Légion de gendarmerie de Caille sont en proie à des braquages multiples. C'est ce qui m'a amené à convoquer justement cette réunion pour plancher, en tout cas, sur le phénomène, c'est-à-dire ce braquage-là qui va crescendo, essayer d'y trouver des solutions idoines. Le commandant de la Légion de gendarmerie rassure que ce phénomène sera éradiqué pour permettre aux populations de vaquer librement à leurs occupations. Et place à la chronique santé du jour qui s'intéresse à un sujet qui préoccupe 50 à 80% des femmes. Il s'agit des règles douloureuses. Si les règles douloureuses ont des causes variées, elles peuvent être si graves que la patiente est obligée d'adapter sa vie à cette douleur qui s'annonce chaque mois. Tchessera Dambélé nous en dit plus.
Elles ne touchent que les femmes en âge de procréer. Elles se répètent tous les mois et sont très redoutées. Elles, ce sont les règles douloureuses, également appelées par les spécialistes dysménorrhée ou algoménorrhée. 50 à 80% des femmes qui consultent en gynécologie obstétrique ont une algoménorrhée. C'est surtout des douleurs du bas-ventre qui peuvent irradier vers le dos, ensuite descendre au niveau des cuisses. Mais en plus des douleurs du bas-ventre, on a ce qu'on appelle d'autres signes associés, tels que des nausées, des vomissements, et parfois de la diarrhée, et parfois même des troubles de l'humeur. Ainsi, pendant ces douleurs qui surviennent, certaines jeunes filles sont souvent tristes, et il y a des sentiments de mélancolie, elles sont tristes, et parfois il peut même avoir des insomnies. On distingue l'algoménorrhée primaire chez les jeunes filles dès les premières règles et l'algoménorrhée secondaire chez les femmes qui ont déjà enfanté. Leurs causes sont assez variées. Pour les dysménorrhées primaires, c'est-à-dire les règles douloureuses qui surviennent chez les jeunes filles, à l'adolescence, le plus souvent on ne connaît pas bien la cause. On pense surtout que c'est dû à des fluctuations hormonales. Parce qu'à cet âge, la jeune fille n'arrive pas à avoir ses règles correctement. Donc il y a ce qu'on appelle des perturbations hormonales. On évoque surtout des problèmes de fluctuations hormonales. Par contre, dans le cas des dysménorrhées secondaires, chez les femmes, dans ce cas, il y a plusieurs causes qui sont incriminées. Il peut s'agir de causes sur le plan organique. Il peut s'agir par exemple de fibromes utérins, de polypes utérins qui peuvent donner des règles douloureuses. Il peut s'agir de kystes de l'ovaire qui peuvent être en cause. Il peut s'agir d'infections, soit au niveau de l'utérus ou bien au niveau des trompes, qui peuvent être à l'origine. Et puis également, souvent, c'est parce qu'il y a un dispositif intra-utérin, c'est-à-dire un stérilet qui est inséré dans l'utérus, qui peut être à l'origine de ces règles douloureuses. Il y a des facteurs favorisants, sinon il y a des personnes à risque. Comme facteurs favorisant les personnes à risque, il y a d'abord ce qu'on appelle dans notre jargon les antécédents familiaux. Il y a certaines familles où la maman a fait ses règles douloureuses, la grand-sœur a fait ses règles douloureuses, la patiente qui vient nous voir également va présenter ce qu'on appelle des règles douloureuses. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle la puberté précoce, c'est-à-dire des jeunes filles qui voient les règles avant l'âge de 11 ans. Parce que souvent, ces gens-là aussi font des règles douloureuses. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle les jeunes filles qui sont dans des situations sociales ou psychologiques draconiennes, en détresse sociale, en détresse psychologique. Et aussi, il y a des jeunes filles qui ne font pas de sport, qui restent tranquilles, qui restent toujours au repos. Donc le manque de sport peut également prédisposer à ça. Et enfin, il y a des jeunes filles qui consomment la cigarette, mais qui consomment de l'alcool. Là aussi, c'est des facteurs prédisposants qui peuvent favoriser ces règles douloureuses. Le rituel douloureux est donc mensuel et peut avoir des conséquences sur la vie de la patiente qui est obligée d'adapter sa vie à son cycle menstruel. 50 à 80% des patientes que nous recevons consultent pour des problèmes de règles douloureuses. Et chez ces patientes qui consultent pour des règles douloureuses, il faut savoir que dans 5 à 15% des cas, ça peut être invalidant. C'est-à-dire que ça peut entraîner chez des élèves ce qu'on appelle l'absentéisme scolaire, et ceux qui travaillent chez les professionnels, l'absentéisme sur le plan professionnel, c'est des gens qui sont tout simplement obligés de rester à la maison, et ça fait un manque à gagner si ces gens-là doivent travailler. Avec le faisceau de causes, les règles douloureuses peuvent dévoiler un autre problème de santé plus sérieux et être cause d'infertilité féminine. Quand c'est dit à des causes organiques, effectivement, ça peut être à l'origine de l'infertilité. Par exemple, si c'est dit à un fibrome, il faut opérer, il faut franchement enlever le fibrome. Quand c'est un kyste de l'ovaire, il faut enlever le kyste de l'ovaire. Si c'est dû à d'autres malformations, à d'autres anomalies, il faut les traiter. Sinon, effectivement, ça peut être à l'origine de l'infertilité. Les médecins proposent leur solution aux règles douloureuses. Ils doivent donc être consultés sans tarder si les douleurs menstruelles s'accompagnent ou ont été précédées par de la fièvre ou des sécrétions anormales. Lorsqu'elles sont spécialement intenses, répétées et non soulagées, elles peuvent entraîner de la détresse psychologique et même parfois de la dépression.
dossier signé Tchessira Dambélé. Dans les kiosques nouvelle parution, il s'agit du journal Le Filon, comme vous le constatez sur ces images. C'est un mensuel d'information, d'analyse et d'investigation. Le Filon dans vos kiosques demain. Voilà. Et point final à ce journal, tout de suite, la météo avec Rachel Tessougué aux alentours de 21h, le magazine Sport avec Koji Sibi et ses invités, la défaite des Aigles de Amadou Pathé Diallo face aux écuries du Bénin et les comptes rendus des différents matchs de la 21e journée du championnat national de Ligue 1 sont au menu de ce magazine. Demain à 10h, 13h, vous serez avec Sira Bachili. Je vous dis à demain, même heure, même plateau. Mais d'ici là, retenez que nous sommes de cœur et d'esprit avec les populations du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas. Bonsoir à tous.